Donc, la deuxième action à mener, c'est topographier totalement le territoire par les moyens modernes. Donc, c'est la photogrammétrie qui va permettre de bien connaître tous les éléments du territoire, l'altitude, la végétation, les cours d'eau, etc. Tu vois. Si on a ça, on peut maintenant passer à la phase d'urbanisation. Et l'urbanisation, elle doit tenir compte de nos traditions. Par exemple, je vous prends un cas simple. J'avais fait une conférence au Gabon en 2000. C'était au palais du 12 mars. Oui. Où j'expliquais ceci, que l'urbanisation occidentale est une urbanisation qui est tournée vers la rue. Tu comprends? Toutes les maisons, si vous remarquez ici même en France, toutes les maisons sont tournées vers la rue. Et quand tu te tournes vers la rue c'est qui? C'est l'inconnu, c'est monsieur tout le monde. Alors que le village africain, on en a tous eu, il y avait, c'était des concessions familiales, tu comprends? C'est pas des maisons ou des logements pour le confort, pour se loger, se protéger des intempéries ou être en sécurité. On appelle ça le clos et le couvert, tu comprends? Nous, on ne se contentait pas du clos et du couvert, mais c'était des concessions familiales parce que derrière, il y avait toute une vie collective. C'est vrai que même quand, par exemple, chez ma grand-mère, par exemple, le terrain qu'on avait à Oungou, oui, le terrain qu'on avait à Oungou, il y avait la maison, oui. Mais toutes les maisons des locataires faisaient le cercle. Exactement. Et sa maison presque était obligée. Mais le reste, c'était comme ça qu'elle avait commencé. C'est ça. Ça ne regarde pas la rue. Ça ne regardait pas la rue. Parce que l'idée, c'est de créer des cours communes. Et ces cours communes, c'est des foyers en quelque sorte. C'est un vrai foyer, mais familial. Pas un foyer de couple. Parce que le monde occidental, le foyer, c'est le ménage. Maintenant, là je parle des aspects techniques urbanistiques. L'urbanisation doit coller aux traditions. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et comme on ne change pas les gens, mais on met en place les conditions de leur changement. Si tu prends le modèle architectural et urbanistique occidental, où que tu l'implantes, tu vas obtenir les mêmes résultats qu'en Occident. C'est-à-dire les gens vont se fermer les uns aux autres, il y a des servitudes. Les maisons que vous voyez en Europe, c'est très compliqué. Hein. Il y a des servitudes de vue. Tu ne dois pas voir le voisin. Tu peux mettre des jours de souffrance à une certaine hauteur, à 1,80 m. Parce que l'idée, c'est de te centrer. Tu dois avoir, voilà, t'isoler. Tu dois avoir des distances de recul, des servitudes de recul par rapport aux voisins, par rapport à la voie publique, ainsi de suite. Les servitudes d'écoulement. Donc l'idée, c'est toujours d'assurer le confort de la personne. Donc, nous, les Africains et les peuples des pays chauds, pour faire aussi une analogie, hein, l'ours vit en solitaire, tu vois. Ouais, alors que c'est un mammifère qui fait 2 mètres, très costaud, il vit en solitaire. Le mammifère qui est un peu pareil parce qu'il peut se mettre sur 2 pattes, chez nous c'est le gorille. Mais le gorille vit en société. Et est-ce qu'ils l'ont lu dans la Bible ou est-ce que quelqu'un leur a amené dans une université pour leur apprendre? Non, l'environnement est plus fort que la cellule. Donc la cellule s'adapte à l'environnement. Ils se sont adaptés comme ça en fonction de leur climat. Mais aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est quoi? On est en train d'amener un environnement différent, on vient l'implanter là-bas, et qu'est-ce qui va se passer? Les cellules, donc les individus vont s'adapter à l'environnement qu'on vient leur créer. Du coup, on revient à ce qu'on était en train de dire, l'aspect urbanistique. Il y avait maintenant l'élément final, okay? La sociologie. Qu'est-ce qui se passait là? Tu as décrit comment était le village de ta grand-mère. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On fait à chacun sa maison, mais on ne laisse pas un espace pour que si Grégory s'ennuie chez lui, ou s'il veut parler, ou s'il a
un problème ou s'il veut partager une joie, il ne va pas venir sonner chez moi. José, gling, gling. Hein? Peut-être moi je dors, peut-être je travaille, peut-être je fais une conférence. Tu comprends? Donc, nous on avait toujours la case, on va dire, de... Tu comprends? La case à palabre, tu comprends? Ce lieu-là, c'est le lieu où, quand on voyait quelqu'un là-bas l'après-midi, si tu remarques bien, moi j'ai vu ça petit, chez les Benga, les gens, je n'allais jamais dans ta case pour parler chez toi. Ta case c'était pour toi, tu comprends? Ma case c'était pour moi, et ça servait à dormir, un peu à faire la cuisine, des fois dehors, des fois dedans. Le lieu où on se retrouvait, c'est cet espace de rencontre. Donc quand je vois Bois Soleil assis là-bas, il est en train de tuer le temps, soit il joue la Wallet, le dame, ou ce qu'il veut jouer. Moi aussi je dis, je m'ennuie aussi, là, je dis à mon épouse, je dis attends, je vais d'abord voir Bois Soleil. Ah, tu fais quoi là? Je dis, on tue le temps. J'amène ma bouteille de vin de palme, moi aussi je vais tuer le temps avec toi. Et là on discute, donc du coup on casse, rien que la solitude. Pour avoir prévu ce petit espace-là, on casse la solitude. Et on peut discuter, peut-être tu étais fâché avec ta femme dans la maison, tu repars maintenant, détendu, tu as pu raconter. Et les femmes aussi avaient leur espace comme ça, tu vois. Donc l'urbanisme est très important pour résoudre aussi les problèmes humains. Alors, de quoi est-ce qu'on n'a pas parlé maintenant? Parce qu'on parlait de, par exemple, Igoumié, là, hein, qui fait un peu partie de l'actualité de la communauté mpongwe. Et moi, je me demandais, et puis je l'avais dit dans une note vocale, la gouvernance. S'il fallait qu'on donne à chacun un bout de terrain, puis chacun vienne construire sa bicoque en tôle, en papier, en bois, en je ne sais pas quoi, et qu'on reproduise encore un bidonville supplémentaire à cet endroit-là, oui. Ou alors, ça aurait été plus intéressant justement de l'urbaniser, de planifier et de faire un petit Monaco. Est-ce que c'est possible de, par exemple, de reconstruire une petite Monaco ou une petite Suisse sur un territoire comme ça? Bien sûr, bien sûr. Ce qui tue les villes africaines, c'est ce qu'on appelle l'urbanisation spontanée. Tu vois, c'est basé sur la survie. Je travaille, j'ai de l'argent, je vois un lopin de terre vide, je m'installe. Il n'y a pas une réglementation, je l'installe comme je veux. Donc, dans Igoumié, on peut faire des secteurs, des sectorisations, des zones où les cases, où les maisons seront en bois à 2 niveaux ou en béton à 2 niveaux, et d'autres endroits on peut avoir 3 niveaux. Ça se fait aujourd'hui, hein, c'est-à-dire la même maison, au rez-de-chaussée tu as le salon, la cuisine, éventuellement la chambre lorsqu'on vieillit, et au-dessus on met les chambres pour les enfants, tu vois. Donc il y a des styles architecturaux qu'on doit imposer, même l'orientation par rapport aux rivières, par rapport aux éléments. Oui, c'est ça, tout ici, quand vous regardez les rues, où que vous alliez, tu prends n'importe quelle rue ici à Elbeuf, tu regardes la Seine. Toutes les rues qui viennent en perpendiculaire vers la Seine, la numérotation se fait en partant de la Seine vers les terres. Donc, tout ce que vous voyez là est réglementé, ce n'est pas spontané. Donc, quand on parle d'urbanisation, c'est mettre en place un règlement d'occupation du sol. Tu comprends? C'est mettre en place un règlement d'occupation du sol. Maintenant, le financement, ça c'est autre chose. Soit Igoumié devient une SCI, ou à l'intérieur d'Igoumié, il y a plusieurs SCI qui vont gérer chaque... Merci. C'est quoi? Ah non. Vas-y, Toudon. Qui vont gérer l'espace, tu comprends? L'avantage quand on met en place une SCI, c'est que dans notre communauté, tu as des gens qui sont milliardaires, tu en as qui sont millionnaires et tu en as qui sont aussi démunis. Mais quand on met en place une SCI, on capitalise les pouvoirs d'achat et d'acquisition de la famille ou de la communauté. Donc, les plus nantis vont aider la SCI à mettre en place les constructions. Et les moins nantis
vont, eux, être comme des locataires. Tu vois, ils vont payer quand même un montant. C'est possible pour eux. C'est comme... Et ce montant sera financé, l'entretien, le développement et tout ça de la ville. Exactement. D'accord. Et après, dans la gouvernance aussi, il faut un bureau exécutif, il faut un conseil d'administration dans lequel on va répartir les rôles, les déchets, les espaces verts, les écoulements des eaux, la collecte des loyers. La SCI Oui, bien sûr. Parce que les plus riches, qu'est-ce qu'ils auront fait? Ils vont mettre leur argent dans le compte courant des associés de la SCI, parce que c'est les plus riches, mais ils vont se faire rembourser dans le temps avec les loyers des moins nantis. Tu vois, parce que c'est plus facile pour quelqu'un qui a les moyens d'aller acheter un gros sac de riz que pour celui qui n'a pas les moyens. Lui, il préfère acheter 1 kilo. Ça devient plus cher, mais c'est à sa portée. Donc, quelque part, celui qui achète le gros sac de riz, c'est lui qui finit toujours par gagner. Ceux qui vont financer cette SCI, ils vont croire qu'ils perdent au début, mais ils ne perdent pas parce qu'à la longue, sur 10 ans, 20 ans, ce sont eux qui gagnent parce qu'ils continueront à recevoir et ils finissent par être propriétaires. Voilà, l'argent qu'ils ont prêté à la... Mais est-ce que tu peux nous dire un petit peu, nous donner un petit peu ton expérience dans le domaine, puisqu'apparemment tu maîtrises bien tout ce qui est urbanisation, construction, terrassement, etc. Non, mais c'est important parce que les gens qui vont écouter ont besoin de savoir s'ils ont affaire à un professionnel ou si c'est un affabulateur, tu vois. Donc, je pense que c'est important. J'ai fait une classe préparatoire scientifique au lycée technique d'État d'Armentières. De là, j'ai passé les concours d'entrée dans les écoles d'ingénieurs. Et comme je voulais aller au Gabon pour renforcer la partie aménagement du territoire, j'étais aussi admis à l'école de médecine militaire de Lyon, mais je n'ai pas fait l'école de médecine parce que je ne voulais plus repartir à l'armée. Je suis entré à l'école supérieure des géomètres topographes. C'est une école qui a été créée en 1945. C'est la plus grande école aujourd'hui en France dans ce domaine avec toutes les branches de l'aménagement. Et là, j'ai pris l'option génie civil et aménagement du territoire. De là, j'ai commencé ma carrière. J'ai aussi, toujours dans le même domaine, un 2 en sciences de l'information géographique. Donc, c'est les techniques de prise de vue, soit par satellite, soit par aérien, par hélicoptère ou drone ou avion. Donc, ça, c'est des techniques pour maîtriser le territoire. J'ai un master en management de projets de construction à l'international. Et concrètement, je prends le cas de nos climats. J'ai été chargé de conseiller 5 gouvernements successifs en Guinée équatoriale en matière d'infrastructure et d'urbanisme. Et comme c'est une vidéo et tout peut se vérifier, toute la cartographie de la Guinée équatoriale, toute la cartographie 3D, je dis bien toute la cartographie 3D XYZ n'existait pas depuis que la Guinée existe sur le globe terrestre. C'est avec mes termes de référence, c'est pas moi qui l'ai financé, mais c'était ma proposition et mes termes de référence, c'est moi qui les ai rédigés. On a cartographié toute la Guinée parce que pour cartographier un pays, il y a beaucoup de contraintes. Pourquoi j'ai tenu à faire ça? Parce que sans cartographie, tu ne peux rien faire sur un territoire. C'est un aménagement à l'aveugle. Ensuite, de là, j'ai fait faire la géodésie, LGDS International qui est venu me faire la géodésie par satellite, il y a des techniques là-dessus, pour qu'on ait des coordonnées sur lesquelles on cale. Et Malabo 2, Malabo étant l'ancienne capitale qu'avaient laissé les colons espagnols, à cause de l'urbanisation dont on parlait tout à l'heure spontanée, ça créait les bidonvilles. Il a été dit qu'on va réfléchir sur Malabo 2. J'ai pris tout ce que les colons avaient déjà laissé, j'ai restauré ces plans et de là, on a commencé à faire des reconnaissances sur le terrain. Ça parlait de mon projet d'appui au développement urbain et aux municipalités qui est intégré au ministère. Et là, j'ai réfléchi en faisant venir
des architectes espagnols, sénégalais, M. Urojo Bo, qui était du Togo. Donc, un staff, si tu veux, des Togolais aussi, pour qu'on pense à la nouvelle ville. Mais c'était moi le chef de projet, l'initiateur de tout ça avec les termes de référence. Et on faisait valider par le maître d'ouvrage. Dans la construction, le maître d'ouvrage, c'est celui qui paye. Et qui paye, c'est le gouvernement, donc le président de la République de Guinée équatoriale. Et ça passait par mon ministre. Donc, le métier, le domaine de l'aménagement du territoire, pour moi, c'est un domaine que je maîtrise. J'ai fait les plans de transport de la Guinée équatoriale. J'ai piloté la construction de l'aérogare de Malabo 2. J'étais conducteur d'opération. L'aérogare de Malabo 2, l'aéroport, comme on dit. Mais nous, on ne parle pas de l'aéroport, c'est quand tu mets la piste plus les bâtiments. L'aérogare, c'est les bâtiments. Et la piste, c'est autre chose. Et c'est l'ensemble qui donne l'aéroport. Donc voilà. Tous les parkings, il y a les photos, il y a tout ça. Mais j'ai toujours été discret parce que l'idée n'était pas pour moi de me montrer, mais de faire mon boulot. Et je bossais à peu près 15 heures par jour, 15 heures, je dis bien. Et mes ministres, quand ils allaient au conseil des ministres, il y a des noms, ils vont reconnaître si jamais ils tombaient un jour sur une vidéo comme celle-là. Ils me disaient, comment tu fais pour travailler? Tu viens mardi soir, tu enchaînes, mercredi tu travailles toute la journée, mercredi nuit tu travailles, et quand on vient jeudi matin, je leur donne les documents pour amener au bureau. Ils disent, comment tu fais pour travailler 48 heures d'affilée? Mais j'étais plus jeune, tu vois. Donc, parce que ça me passionnait, Et je me disais, il faut relever le défi. J'ai fait aussi la réglementation urbanistique, le PLU, le code de l'urbanisme de la Guinée équatoriale. Je l'ai initié. Merci beaucoup, M. Baird. Merci, Greg.